messieurs, dames. Si vous vous souvenez de la dernière vidéo que j'ai sortie sur le sujet, Andor, épisode 1 à 6, je l'avais admis, c'était dur. C'était dur à regarder en termes de rythme, en termes d'ambiance, énormément de personnages, tous qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes intérêts que les autres, des pions qui se mettent peu à peu en place, évidemment, mais un problème de rythme et puis voilà certaines comment dire certaines phases, certaines péripéties narratives des deux premiers arcs qui m'avaient laissé un peu perplexe, même si globalement j'avais énormément de points positifs à dire sur Andor et que objectivement je n'avais même quasiment que des points positifs à dire hein, sur son originalité, sur la manière avec laquelle c'est une magnifique et cruelle image de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, au niveau de l'inspiration, bien sûr, la toute-puissance impériale qui était mise presque à hauteur d'homme, les décors, les costumes, enfin quelque chose d'extrêmement réaliste finalement dans l'irréaliste et dans le monde de la science-fiction. C'est vrai qu'Andor, d'un point de vue objectif, bah, comme sa première saison, c'était un ovni. C'est toujours un ovni. Hein. C'est quelque chose dans la saga Star Wars qui dénote complètement, mais qui est tellement brillant que effectivement, ça peut surprendre. Tellement original, tellement audacieux. Tu sens que voilà, c'est une série qui aurait pu être faite pour parler de 39-45 et de génocide et d'impérialisme et de sujets sérieux, mais qu'ils ont remis ça au goût du jour avec pas mal de petites choses qui étaient d'ailleurs intéressantes hein, sur les dialectes des peuples de Gorman, sur la manière dont on va traiter ça avec les médias aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu hein, dans Star Wars, mais l'importance des médias, notamment, moi, une séquence qui m'a bien plu là, dans la deuxième partie de saison de Andor, c'est le discours de Mon Mothma où justement l'Empire essaye de couper les diffusions télévisées justement par dictature, simplement pour que le message de Mon Mothma ne puisse pas arriver aux oreilles du peuple et de la plèbe. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient intéressantes, mais c'est vrai qu'en termes de rythme, c'était long, certains passages étaient un peu creux. Je vous renvoie encore une fois hein, à mon premier live sur le sujet. Et donc, je me suis dit, on continue quand même la série, évidemment, on raccroche les wagons avec Rogue One. On va faire un live dédié aux épisodes 7 à 12, donc les deux derniers arcs, et la conclusion, eh ben non seulement de la saison 2, mais de la série, puisqu'il me semble bien hein, que Andor n'aura pas d'autres saisons, et que, voilà, bah, en gros, on a les deux saisons qui auront fait cette série, qui est une magnifique introduction à Rogue One. Bah, messieurs, dames, j'ai pas peur de vous le dire, Andor est de très loin l'un des meilleurs projets de tous les temps concernant Star Wars. Andor est un bijou, un ovni dans l'univers Star Wars, quelque chose qui te marque, qui reste en tête, où il faut s'accrocher l'exemple même. La première saison le faisait aussi du contemplatif et de la mise en place de la tension, de la narration pour arriver finalement à une précision d'écriture extrême et puis à un jeu d'échecs, un échiquier qui se met en place parfaitement pour que tout soit structuré, pour retrouver Rogue One, mais encore une fois avec le même talent de réalisation qu'on avait dans la saison 1 et dans les premiers épisodes, sauf que cette fois il y a du rythme, c'est beaucoup plus rythmé, c'est beaucoup plus péchu, et puis effectivement on a les aboutissants de tous les tenants où il fallait un peu lutter hein, pour pouvoir voilà, réussir à arriver au bout de l'histoire. Mais tous les tenants qu'on avait dans les 6 premiers épisodes, là, on a enfin les aboutissants avec des segments très 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 forts. On voit aussi que bah, y a certains axes narratifs qui ont été mis un peu de côté, évidemment, puisque l'arc était terminé, notamment sur la planète un petit peu campagnarde, notamment sur la, 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 l'arc de la belle-mère à Coruscant aussi, hein, qu'on retrouve un petit peu de temps en temps, mais qui n'était pas l'un des segments les plus intéressants, quand bien même pour développer son fils et sa relation avec Dédramiro. Voilà, on a laissé un petit peu de côté ces choses-là qui étaient effectivement importantes pour développer les personnages, mais qui étaient quand même pas folichons et beaucoup trop longs pour ce que ça décryptait, pour arriver ensuite là sur un petit bijou. Voilà,
un petit bijou. Andor, épisode 7 à 12, est un petit bijou. Il y a, pour moi, dans ces 6 épisodes, quelques séquences qui seront l'essence de ce que les gens retiendront comme étant le bon Star Wars, voire l'excellent Star Wars, voire même peut-être ce qu'on n'aura plus jamais dans Star Wars. Je pense notamment à la puissance de la scène d'interrogatoire entre Krennic et Miro, là où Preach m'avait dit d'ailleurs que le moment où il lui met le doigt sur le crâne, c'était improvisé, hein, c'était ça Preach. Donc la réaction de l'actrice était réelle, preuve en est que Krennic joue tellement bien qu'elle, elle était possédée par le truc, elle s'y attendait pas, et ça donne une puissance à cette scène qui est exceptionnelle. L'Empire, comme dit Preach, est terrifiant. Là, et puis on a encore une fois une vision de l'Empire qui est différente, notamment sur cette espèce de dictature, oppressante et terrifiante, capable de commettre des génocides qu'on voit directement, et où même même certaines forces en présence de l'Empire, bah, notamment le mari d'Edramiro, hein, qui, au moment du génocide de Gorman, regarde comme si finalement tout était... Enfin, lui, c'est le loser magnifique, hein, mais tout l'avait pris de plein fouet, qu'il était dépassé par les événements, de ce pourquoi il avait travaillé, les gens pour qui il s'était battu, etc., qui l'avaient un peu dupé, qui lui avaient pas forcément dit toute la vérité sur certains projets, et puis voir les conséquences de tout ça. C'est vrai que le génocide de Gorman, c'était une scène très très forte. La scène de l'interrogatoire, qui est glaçante, qui montre un peu le côté sans scrupules et abominable de l'Empire, capable d'Edramiro, qui a voué sa vie à l'Empire, qui se retrouve en prison. C'est une antagoniste facho, simili-facho, version impériale, détestable au possible. Et la force de la série, c'est que quand elle est en prison et qu'elle se met à s'effondrer, tu comprends à quel point tu finis par avoir de l'empathie pour elle. Et c'est beau. C'est vraiment beau de voir ça dans le sens où pour moi, c'est une série qui a une structure de la nuance qui est merveilleuse. Dans le sens où les rebelles, on les voit aussi par moments comme, c'est le cas avec Saw Gerrera, mais même avec d'autres, malheureusement comme des gens aussi qui doivent tuer pour survivre, qui sont d'une certaine façon des terroristes, qui naviguent pour la paix et pour la liberté de la galaxie, mais par des actes terroristes. C'est acté, c'est vrai que la rébellion en a régulièrement fait. On compte pas les milliers de morts, évidemment, que la rébellion a dû causer pour que, justement, la galaxie soit libérée. On voit que du côté de l'Empire, il n'y a pas forcément que des salauds non plus. Il y a des gens qui font leur boulot, tout simplement, tel que on leur demande de le faire, et qui sont complètement piégés, des véritables pions là-dessus. Le sacrifice d'un des personnages principaux de l'Empire à la fin, où il pose son fusil, ça aussi c'est fort, il pose son blaster, et puis il va mourir, il va se suicider en hors-champ. Et t'as 2 Stormtroopers et puis un mec qui était là justement pour lui faire comprendre que c'était fini, qui dit non, n'intervenez pas, c'est normal. Même là, tu sens toute la cruauté impériale face à l'Empire. Je pense que la plus belle scène, l'une des 2 plus belles scènes que nous ait donné Andor, ça restera le discours de Mon Mothma au Sénat. Où voilà, effectivement, le poids de la vérité, hein, que ce soit par les médias, par l'Empire ou par le reste, et effectivement, en politique, la vérité devient de plus en plus camouflée, et ceux qui parlent le plus ne sont pas ceux qui donnent la vérité. Et effectivement, celui qu'on a mis sur un piédestal, à qui on a donné les pleins pouvoirs, deviendra le monstre finalement, qui va causer notre perte, à savoir Palpatine. C'est une scène qui est fantastique, et c'est que malheureusement trop vrai dans notre situation actuelle. C'est là là où Andor est très intéressant aussi, c'est que c'est une série qui ne fait pas que, notamment dans sa première partie, dans ses 6 premiers épisodes, et l'arc de Gorman quand même, donner des symboliques proches de la guerre 39-45 et de choses comme ça, etc. Mais là, tu vois le discours de Mon Mothma et la toute-puissance de l'Empire, etc. Tu te rends compte, en fait, par rapport à la société dans laquelle on vit, nous, par rapport aux gens qui nous gouvernent, que ce soit en France ou aussi aux États-Unis, évidemment, et même ailleurs, l'importance des médias, l'importance du mensonge, le fait que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire et que beaucoup sont camouflées, voire même cachées. C'est une série qui
a une puissance dans sa manière de discuter de notre vie actuelle à nous, terriens, en 2025, qui est assez stupéfiante. Et réussir à faire ça en une seule saison, c'est exceptionnel. Alors oui, on peut dire effectivement, moi ça faisait partie des petits défauts que je trouvais à Andor et que je continue à lui trouver, il y a beaucoup de personnages. Peut-être beaucoup trop de personnages. Alors quand on fait un épisode entier sur Luten, par exemple, ça c'est pertinent, effectivement, parce que Luten, c'est le symbole de la rébellion. Luten que plusieurs fois d'ailleurs, on se demande s'il n'est pas à la lisière d'être un antagoniste, quelqu'un, les gens ont du mal à lui faire confiance, etc. Pourtant, l'âme de la rébellion, sans qui la rébellion n'aurait jamais existé, c'est lui. La preuve que tout doit être nuancé. Tu ne peux pas avoir le bien ou le mal. Tu ne peux pas avoir le bien sans faire malheureusement un peu de mal. Tu ne peux pas faire le mal et être totalement dépourvu de bien. C'est ça qui est intéressant aussi avec Andor. Seul problème, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, peut-être un peu trop, ce qui fait que certains sont assez passés sous silence, voire quasiment invisibles. Au bout d'un moment, on les voit plus. Il y en a certains parfois que tu oublies. Tu te dis, ah oui, putain, c'est vrai que lui, il était là, mais je me souviens plus quelles sont les relations entre tel ou tel personnage. Euh, le discours de Cassian, oui, où il défend Luten à Yavin en disant, ben voilà, lui, en tant que, comme dit Preach, homme de l'ombre, il a fait plus pour la rébellion en 10 jours que tous les mecs qui étaient autour de la table réunis durant toute leur vie. Parce que c'est aussi ça. Luten, Guerrera, c'est des mecs qui sont dans la rébellion depuis longtemps. Mais là, on a les prémices de la rébellion, les premières heures de la rébellion. Mon Mothma ou même Bay-Organa, etc., c'est pas forcément des gens qui sont issus de la rébellion, c'est des gens qui l'ont rejoint. Donc nous, on a Andor. Cassian Andor est un rebelle de la première heure. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu regardes, et c'est pour ça que pour moi, il faut regarder Andor avant Rogue One si vous n'avez pas vu Rogue One, quand tu regardes Andor, mais tout de suite après, tu revois Rogue One et tu as une émotion qui est décuplée pour les personnages. Parce que c'est magnifique de voir à quel point maintenant on va être attaché au personnage de Andor qui pourtant dans Rogue One était pas secondaire mais qui était un peu bouffé aussi par Jyn Erso et puis par d'autres évidemment acteurs à côté. T'avais quand même du Forest Whitaker, t'avais Krennic qui prenait une place énorme, Vador. Donc oui, effectivement, dans l'univers de Star Wars, quand Andor est sorti, beaucoup se posaient la question, est-ce que c'est véritablement utile de faire une série sur Andor? Et ben là, la réponse est oui. Et quand bien même le rôle de Andor est assez... Parce que dans les 3 derniers épisodes, je crois que dans les 10 et 11, on le voit quasiment pas, hein, je veux dire. Mais par contre, c'est un peu le même principe que l'empereur, c'est un statut d'absence-présence. Alors que Andor, on le voit quand même, donc c'est intéressant. Je vais revenir sur l'empereur. L'empereur, on en parle tout le temps, il est effrayant sans même qu'on ait besoin de le voir une fois. On sent tout le poids de sa puissance et de sa cruauté sans même le voir une fois. Alors, j'aurais bien aimé, moi, que l'empereur fasse une apparition. J'aurais considéré que dans une série comme Andor, c'est possible. Beaucoup plus que des Jyn Erso ou Galen Erso. Par exemple, Galen Erso, ça aurait pu, Jyn Erso moins, étant donné que faut que je revoie Rogue One, mais je vois pas dans quelles conditions elle aurait pu venir là. L'empereur, ça aurait pu être le cas. Maintenant, notamment, ouais, voilà, dans une confrontation avec Mon Mothma Preach, moi je suis d'accord que là, ça aurait pu avoir une force énorme, peut-être à la fin du discours de Mon Mothma, par exemple. Maintenant, il brille tellement dans son absence-présence parce qu'il a même pas besoin d'être là qu'en fait, il est terrifiant que bon, c'est bien de l'avoir géré comme ça aussi. C'est des choses qui, justement, je reviendrai en parlant de Krennic après, c'est des choses qui sont d'autant plus intéressantes que ça te développe le lore. C'est-à-dire de te dire, on est 1 an, 2 ans, 3 ans avant la bataille de Yavin, que fait Palpatine? Que fait Vador? Que font Vador et Palpatine? Que fait Moff Tarkin à cet instant-là? Moff Tarkin, on suppose que de toute façon, il est sur la supervision de l'étoile de la mort ou de l'étoile noire, ça dépend comment vous l'appelez, à l'ancienne ou à la nouvelle. Mais il y a aussi cette absence-là qui te fait te dire à toi, spectateur, que font ces mecs-là pendant ce temps-là? Quid de Vador, quid de Palpatine, et puis de leur impact finalement sur la galaxie? Ou est-ce qu'ils ont même plus besoin finalement de faire acte de présence, tellement l'Empire a la main mise partout? Et on le voit, hein, l'Empire a la main mise partout. Alors il y a des choses aussi que j'ai trouvées... pour aller dans cette continuité, mais ça j'en parle peu parce que j'en ai déjà tellement parlé dans ma première vidéo, pour aller dans cette continuité de réalisme un peu à outrance, où t'es quasiment plus dans du Star Wars par moment, parfois les Stormtroopers n'ont pas leur casque. Et je trouvais ça intéressant d'avoir des unités, des légions de Stormtroopers qui n'avaient pas leur casque, qui ne le mettaient pas. Ça rajoute un côté un peu humain, pareil finalement dans
la séquence de la du comment ça s'appelle du génocide. On n'en voit quasiment pas de Stormtroopers. Et alors, je vais vous dire un truc. C'est dommage que les Stormtroopers ce soient des chèvres. Vraiment, hein. C'est dommage que les Stormtroopers ce soient des chèvres. Parce que je me suis dit, si Star Wars avait fait en sorte que les Stormtroopers soient un peu plus intéressants, au moins savent tirer. Hein, s'ils avaient le but de savoir au moins tirer sur leurs ennemis, ce serait bien. Mais on en voit tellement peu que j'ai eu l'impression en regardant Andor, en fait, que les Stormtroopers, c'était vraiment genre l'unité d'élite que t'envoies pour faire peur. Tu as des Stormtroopers sans casque, tu as des milices, des policiers, des agents, etc. Mais t'as pas tant que ça de Stormtroopers. Et en fait, ça te donne une idée un peu autre des Stormtroopers qui est, aujourd'hui, dans Andor, dans la manière dont il la présente, les Stormtroopers sont là vraiment qu'en cas d'extrême nécessité, et comme le génocide, et là, ils font un carton. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant de les avoir fait comme ça. Et c'est vachement dommage, du coup, après, quand tu regardes, bah, a posteriori, parce que bon, bah, c'est pas de la faute de Andor si justement ils ont fait des Stormtroopers qui enfin retrouvent un peu de blason, quoi. Parce que bah, les Stormtroopers dans le reste de la saga Star Wars, c'est des chèvres. Disons-le, c'est des chèvres. Et tu peux pas voir tu fais pas le distinguo entre les Stormtroopers chèvres d'avant et ceux qu'on voit là qui font parfois unité un peu d'élite. Mais tu vois, je trouve qu'on est face à des Stormtroopers qui leur ont rendu leur lettre de noblesse, on voit d'autres forces armées, d'autres. Bah voilà, exactement. D'autres escouades de sécurité, donc quand les Stormtroopers arrivent, tu sens que les choses sont devenues sérieuses. Et c'est d'autant plus dommage que du coup, bah après, quand tu regardes le reste, tu te dis, ah bah oui, non, c'est vrai qu'en fait, ils sont nuls. Sauf dans Andor, où effectivement, dans Andor, là, ils sont puissants. Un personnage dérangeant, flippant, puissant, qui est pas là longtemps, mais qui marque à chaque fois, c'est Krennic. Je l'avais dit dans la partie taunt que tout à l'heure, je le dis là dans la sauvegarde. Krennic, là où je le trouve excellent, c'est que dans Rogue One, c'est un sbire. Le mec est très haut placé, tu sais qu'il est brillant, mais il se fait maltraiter par Vador. Il a Moff Tarkin au-dessus de lui. Je crois que Moff Tarkin a un rôle plus important que lui, hein, que Krennic. Il est, comme dirait Vador, étouffé par ses ambitions, etc. C'est quand même un personnage dans Rogue One détestable, mais ultra arriviste, dont on voit pas vraiment tout le potentiel. Là, quand il a la main mise, que ce soit sur le projet Gorman ou le reste, quand il a la main mise sur tout, et quand il est en mode génie, et en mode que avec des gens finalement en dessous de lui, et qui peut faire jouer la totalité de sa force, de son pouvoir, et de son autorité surtout, parce que c'est quelqu'un d'autoritaire, mais il est flippant et dérangeant à souhait. C'est redonner aussi des lettres de noblesse à ce personnage-là, qui était globalement de toute façon bien apprécié, hein, des fans. Juste, tu sais qui c'est qui fait la perme de 16h demain? Alors déjà, on dit Katia quand on revient. Ah d'accord, ouais, d'accord. Alors, même pas, non, même pas la politesse, hein, bah, d'accord. 16h demain, je vais te dire que c'est Warren, mais j'ai un doute. Il me semble que les permes du lundi, c'est Warren. J'ai un doute. J'ai un doute. Là, on sent qu'il est dans son élément et que personne ne peut le stopper. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quitte à, encore une fois, proposer de l'empathie pour Miro, pour Dedra Miro. Parce que c'est vrai que c'est aussi grâce à Krennic, et puis finalement, bah, à cause de la manière dont l'Empire va complètement la dénigrer, et puis enfin, c'est violent quand même, hein. Elle qui a tout fait pour l'Empire, qui va devenir une paria, etc., jusqu'à finir en tôle, et quand tu vois la tôle, tu te doutes qu'elle va pas passer sur de très bons moments. Bon, après, moi, c'était mon sexy crush, hein, je l'admets. Dedra Miro, j'avoue, je suis pas objectif. Mais, cependant, bah, le personnage, tu le rends il est détestable, vraiment dans le pire du pire de ce qui est possible. Mais quand tu regardes après derrière, qui a pire, et la manière dont elle a été utilisée, elle aussi, comme un pion, etc., t'en finis par presque avoir de l'empathie pour elle. Le seul, finalement, où t'as assez peu d'empathie, parce que c'est un gland, et ça reste un gland jusqu'au bout, il est écrit comme ça, il est tellement dépassé par les trucs qu'il a eu une mort qui est à peu près de la même stature que son charisme, et puis que bah, l'importance qu'il a eu pour l'Empire, c'est le mari de Dadramiro. Lui, il se fait vraiment avoir bêtement, et puis c'est... Voilà, c'est le loser par excellence.
l'Empire lui a tout pris. En fait, ce personnage-là, il est intéressant pour la simple et bonne raison qu'on se rend compte à quel point l'Empire est capable de totalement... euh, est capable de totalement lobotomiser n'importe qui. C'est même plus un pion, c'est un objet. Tu peux toujours passer vite fait ou pas? Bah en vrai c'est chaud du coup, mais oui, si c'est pour un check ou si c'est pour lire un poème, oui ça va. Au moins pour ça, ça va. Après, pas plus, mais pour ça, ça va. Mais t'es qui, toi, en dedans, ne sait même pas qui il est, alors que pour lui, c'était une obsession. C'est violent comme phrase, ça. Hein. Il y en a quelques-unes, hein, des phrases comme ça, qui sont assez violentes. Dans l'ordre de Star Wars, l'un des... Alors, c'était évident qu'on allait voir ça, de toute façon, puisque bah, c'était la suite logique des événements. Mais c'est l'apparition de K2SO, l'unité droïde, qu'on va réparer, qui va avoir son lore, qui va avoir son origin story. On se rend compte en seulement quelques scènes hein, bah, de l'amitié et puis du lien qu'il va y avoir entre lui et Cassian. Ça raccroche très bien les wagons aussi avec Rogue One. Et encore une fois, Andor, c'est vrai que si vous regardez Rogue One ensuite, je pense que ça peut être... Ouais, tu te dis que ça peut potentiellement être plus émouvant à regarder encore par la suite. Et puis alors, que dire de la dernière scène? Moi, c'est une des scènes que j'ai préférées. Hein. Mais la dernière scène avec la musique Past, Present, Future de la bande originale d'Andor, où tu vois un peu bah, les aboutissants finaux de tous les personnages. Krennic qui regarde sa création, Forest Whitaker qui est sur Jeddah, qui renvoie directement à Rogue One, Cassian qui part en slow motion avec K2SO vers le lointain. T'as Dedra Miro qui malheureusement est en prison complètement dépassé et puis voilà au bord du gouffre. Enfin, il y a un ouais, il y a quelque chose qui se dégage de très de très puissant, de très lyrique, de et puis c'est toujours aussi bien réalisé. Je veux dire ça, je l'avais toujours dit, jusqu'au moindre petit détail des caméras embarquées dans les vaisseaux. Voilà, chaque apparition du X-Wing, elle marque parce que tu sais que t'attends que de voir ça en fait. Même si, bah voilà, même si t'es dans Star Wars et t'es dans Andor et que c'est peut-être la série la moins Star Wars de toutes, bah t'es quand même friand de revoir un X-Wing, un T-Fighter, mais c'est toujours dans des situations pour sublimer un plan ou une séquence en termes de photographie, de mise en scène, d'enrichissement. Enfin, non, écoutez, oui, effectivement, les 6 premiers épisodes, faut s'accrocher. Hein. Pas dit que ceux-là, je les re-regarde, même si je me refais une deuxième session, encore que. Mais c'est vrai qu'ils sont lents et toutes les intrigues se valent pas. Mais par contre, là, les 6 derniers, ah, c'est du costaud. Non, non, c'est du costaud. Tu sens une forme de conclusion malgré le fait que tu saches que l'histoire continue après ce décollage. Ouais, exactement. Ce que n'avait pas fait Rogue One. Tu vois? Rogue One, quand on a Leia qui revient et qui dit qu'est-ce que ça va nous donner les plans de l'étoile noire, ça va nous donner de l'espoir. Tu sens que ça t'amène tout de suite à Star Wars 4. Et t'as pas ce côté un peu conclusion. Voilà, fin d'aventure, quoi. Là, Andor, t'as quand même ce côté un peu fin de série. Tu sais que ça va aller après Rogue One et que tu vas revoir les personnages. Puis ça se trouve, il y a des personnages qu'on reverra dans d'autres projets ensuite. On sait pas, hein. Je veux dire, ils seraient bien capables d'en faire revenir pour parler de d'autres choses ou pour faire des caméos dans d'autres séries. Mais, tu vois que c'est quand même une continuité narrative, mais en même temps qu'ils ont géré le côté fin de série. Parce que je sais pas si c'était pareil pour toi, Preach, mais à la fin, moi j'ai eu un peu les boules, tu vois. Genre en mode, ah ouais, putain, ça veut dire que ça y est, Andor, c'est terminé, on verra plus la fin, quoi. Cléa qui dit au revoir à Luten à l'hôpital, c'est beau, mais tout l'épisode centré sur Luten et Cléa, hein, avec les flashbacks, etc. Enfin, ouais, se permettre de faire ça dans un début d'arc, c'est excellent. C'est excellent. J'ai eu beaucoup plus d'empathie pour lui que pour Dedra, perso. Tu sens que c'est le mec qui se fait trahir par tous et tous ceux en quoi il croit. Pour le mari de Dedra, tu veux dire, Anaclus Fos? Oui, mais lui, en même temps, c'est tellement un pingouin. Genre, tu vois que le mec, il est manipulé par sa mère, il est manipulé par sa femme, même quand sa femme lui demande du cul. Genre, faut être honnête, hein. La scène où elle lui dit, vas-y, éteins la lumière, etc. Tu te demandes si. Enfin, genre, même là, en fait, il a même pas la main mise sur le truc. Il est perdu, personne lui dit rien. Il a le charisme qui est proche du néant, quand même. Et il est dépassé. Alors, il y a un plan qui est magnifique où il est en plan séquence. Enfin, je me demande même si c'est pas un plan séquence. Mais en tout cas, c'est un plan, encore une fois, ralenti, où on voit la caméra est braquée sur lui, puis lui qui est là
C'est un plan qui m'a fait penser, pour ceux qui ont regardé Pirates des Caraïbes, c'est le plan de ce personnage-là où il y a tout le génocide autour et lui il regarde comme ça perdu. Ça me fait penser au capitaine de navire dans Pirates des Caraïbes, je crois, 3, qui descend les escaliers alors qu'il y a tout qui est en train de péter au ralenti et qui est là, est complètement dépassé par le truc. Et en fait, il n'y a plus rien qui... Tu sais, t'es Lord Beckett, ouais, qui était... Lord Beckett, moi, c'est un personnage que j'aimais bien. Dans le côté un peu meurtri, profondément malheureux quand même, amoureux finalement... amoureux mais qui n'aura jamais eu l'opportunité finalement de connaître ce qu'était vraiment l'amour. Et puis, homme nubilé par son métier, ses missions, etc., qui va finir par en crever, mais tu sens qu'il y avait quelque chose où c'était pas forcément quelqu'un de mauvais. Moi, Lord Beckett, c'est un personnage que j'aimais bien, je le trouvais assez nuancé dans Pirates des Caraïbes. Bah, ça m'a un peu fait penser à cette idée-là. Euh, et en gros, le passage où il passe comme ça et où il regarde comme ça au ralenti tout le génocide, ça m'a fait penser à Lord Beckett. Un peu, un peu. Il y a aussi un détail que j'ai aimé, le dernier acte de Andor n'est pas autour d'un truc qui se veut plus gros que Gorman. On est face à une mission de sauvetage d'une seule personne, une personne qui aura aidé à construire la rébellion au point qu'elle la dépasse. Je trouve ça touchant car ce sont des gens de tous les jours qui se sont battus et qui ont rejoint la lutte. Je suis d'accord. Je suis d'accord et ça rappelle encore une fois la série à hauteur d'homme. Il n'y a pas, honnêtement, à part le génocide de Gorman, il n'y a pas d'action dans toute la série. Hein. Quasiment pas. Hein. C'est que du travail intellectuel ou alors, ouais, des missions de sauvetage ou autre. Alors, il y a peut-être le moment où Andor est pris entre deux camps de fugitifs, là, je sais pas trop où, sur la planète, où il termine par se faire bouffer par des créatures, ou même pas se faire bouffer d'ailleurs, ils se font juste, voilà. Mais ça, j'ai pas trouvé que c'était terrible, c'était surtout histoire de rajouter un petit peu de temps de série, à mon avis. Mais, euh, mais oui, non, ça rappelle qu'effectivement, on est face à des humains, et c'est le même procédé et le même concept que dans Rogue One. Le concept dans Rogue One est le même, hein, c'est-à-dire que quand tu regardes la fin de Rogue One, tu focuses sur les humains. Chaque mort dans Rogue One, elle est impactante. Moi, il y a une mort, je sais pas si tu t'en souviens, Preach, mais il y a une mort, moi, qui m'a marqué dans Rogue One, c'est le pilote qui meurt dans le vaisseau. Je crois qu'il meurt, il explose dans le vaisseau, etc. Parce qu'il y a peut-être un Stormtrooper ou un tiraillé qui tire dans le vaisseau et lui explose avec. Et tu sais, en fait, t'es là et tu te dis, ça doit être une des premières morts où t'es là en mode, ah merde. Voilà, une grenade. Et t'es là, en fait, c'est pas du Star Wars, c'est une vraie mort. C'est pas comme dans Star Wars où comme t'es dans de la science-fiction, ça t'impacte moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est que ça avait un côté ultra réaliste et que ça arrive comme ça. Bah, c'est quoi, Preach? Ça me fait un peu penser au Soldat Ryan. Le film de guerre, mais c'est normal. On est en, Rogue One et Andor c'est la guerre. Et en fait, chaque mort, comme dans le Soldat Ryan, chaque mort te reste en tête. Tu vois, chaque mort est un moment décisif, euh, marquant. Et que ce soit lui ou les autres, où c'est quand même un. Ouais, il y a la mort de celui qui ressent la force, là, qui est quand même un peu plus grandiloquente. Mais une mort comme ça me fait penser au sniper dans Le Soldat Ryan. Où c'est une mort expéditive, où lui, tu te dis, oh, c'est une expédition suicide, d'accord, mais certains vont probablement survivre. En fait, non. Ah non, 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 non. Les mecs, ils crèvent tous. Pas qu'un peu, hein. Même Andor et Erso, hein. Et ça amplifie ce côté comme ça. Et en fait, bonne fête des pères, papa. En vrai, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Merci ma fille. En vrai, j'avoue, c'est mignon. En vrai, j'avoue, ah bah d'accord, c'est mignon. Elle a quand même utilisé 1000 points de chaîne. Hein. Je savais même pas qu'elle savait ce que c'était 1000 points de chaîne pour mettre un message en avant. Elle a quand même mis 1000 points de chaîne pour mettre ce message en avant. Non, en vrai, c'est mignon. J'avoue. C'est l'injustice de la guerre. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est que la guerre fait la guerre fait des martyrs et que bah, c'est des sacrifiés au profit d'une cause plus grande. Comme beaucoup, hein. Tu vas pas me dire, on va pas me dire que les rebelles, ils sont blanc-bonnet. Ou bonnet blanc. C'est impossible. Regarde ce que font les rebelles. Un truc tout con, hein. L'étoile noire. Faire exploser l'étoile noire. C'est faire exploser une arme de destruction massive qui peut génocider des planètes. Ok. Moff Tarkin dedans, ok. Mais comptez le nombre d'employés impériaux dans l'étoile noire qui sont morts. Qui, eux, étaient peut-être des employés, comme on voit dans Andor, qui a une femme, des enfants, et puis qui ne faisait que travailler.
parce que l'Empire les a réquisitionnés. Peut-être que ils n'avaient pas le choix. Faudrait que je regarde sur Internet. Est-ce qu'il y a nombre de morts dans l'Étoile Noire? Nombre de victimes dans l'Étoile Noire. Star Wars 4. La vache! Oh merde! Alors il y a entre 1, 1,186 et 1,206 millions de morts. Dans l'Étoile Noire, il y avait 1 206 000 personnes au plus gros. 1 186 000 au plus bas. T'imagines, Luke Skywalker, parce qu'on peut parler de Nathan Drake dans Uncharted ou de Ellie dans Last of Us. Hein. Luke Skywalker, il a buté 1 200 000 personnes dans l'Étoile Noire. Et on lui a filé une médaille, bordel. On lui a dit, t'as fait du business, bordel. Ça, c'est bon, mec. T'as fait du business. T'as montré ton patrimoine, bordel. Fais de l'argent, arrête les stéroïdes. T'as 1 206 000. Oh la vache. Bon, après, population, Alderaan. Voilà. Il se trouve que au moment où l'Étoile Noire détruit Alderaan, Alderaan a 2 milliards de personnes. Donc effectivement, bon, voilà, c'est-à-dire que Moff Tarkin, d'un coup, il a buté 2 milliards de personnes hein, sur Alderaan. Donc bon, voilà, hein, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais n'empêche que les rebelles, c'est loin d'être des pacifistes. Hein. Ah bah il y a un ratio, oui, oui, non, mais les mecs, ils se sont pas fait chier. Hein. Et puis après, il y avait Yavin. Alors, la population rebelle sur Yavin n'est peut-être pas énorme. L'occasion pour moi de le dire, et je terminerai la critique avec ça, j'ai adoré les décors sur Yavin. Les petits baraquements, les choses comme ça, dans la nature, le fait qu'on donne un second souffle à Yavin, des choses qu'on avait quasiment jamais vues, les temples, etc., machin. Bon, on l'avait vu un peu dans Star Wars 4 et puis Rogue One, mais tu sais, là, on va un peu plus loin, on regarde vraiment les campements, les trucs. Enfin, moi, j'ai bien aimé qu'on élargisse aussi ce lore-là au fur et à mesure. J'ai bien aimé. Donc, comment les soldats y vivent, le fait qu'ils doivent se débarrasser des armes, pointer, la fonction de la nourriture, les choses comme ça, le fait que Saw Gerrera, il crée un peu des mecs un peu cinglés quand même aussi, hein. Que, bah, Gerrera... Saw Gerrera, n'est-il pas un peu un dictateur aussi, hein? Saw Gerrera, heureusement qu'il est du côté rebelle, hein, et qu'il fait ça pour la galaxie. Parce que Saw Gerrera, ah, c'est un sacré personnage aussi. Hein. Après, c'est Forest Whitaker, hein, le mec est flippant naturellement. Mais... Et puis, on termine aussi avec le fils d'Andor. Quand même. Quand même. Le fils d'Andor. Avec Bix, qui est revenu sur sa planète, donc campagnarde, où on la voit, voilà. Un plan qui est magnifique d'ailleurs dans les champs, etc. Où elle regarde vers l'horizon, le bébé dans ses bras. C'est émouvant. C'est un extrémiste qui aurait clairement installé une autre tyrannie s'il était au pouvoir. En fait, Saw Gerrera, c'est Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait des choses intéressantes et utiles dans sa vie. En gros. Voilà. Saw Gerrera, c'est notre Mélouche. Mais avec un QI. Mais en vrai, c'est pareil. Hein. Tu peux, au nom de la liberté, dire un peu tout et n'importe quoi. Mais lui, ça reste un sacré extrémiste. C'est bien corsé. Hein. L'idée du plan final est forte, même si j'ai trouvé que ça manquait un poil de subtilité par rapport au reste de la série. En vrai, tu t'attends pas forcément à ce plan-là à la fin. Hein. Moi, au moment où ils partent, je m'attends pas à ce qu'il y ait une chute. Donc je l'ai pas forcément vu comme un manque de subtilité. Guerrera, c'est l'archétype du militaire qui prend le pouvoir par la force sur une dictature qui se fait acclamer au départ et dont la population se rend compte qu'après, qu'il est pire que la dictature d'avant. Ce qui est quand même très intéressant, Anaclusmos, dans le genre où Forest Whitaker, entre Saw Gerrera et le dernier roi d'Écosse, euh,
Lui, en termes de politique, il était. Après, voilà, il défend une cause noble. Malgré tout, hein, Saw Gerrera défend une cause noble. On peut dire la même chose de Luten. Malgré tout, si les rebelles réussissent, et ça va jusqu'à la fin, jusqu'à Star Wars 6, puisque vous le savez bien, Star Wars 7, 8, 9 n'ont jamais existé, surtout le Star Wars 7 et 9, et les Yaki David dans le 8. Mais, euh, mais sans Saw Gerrera, sans Luten, sans des personnages comme ça, bah, qui ont été capables de faire le mal pour le bien, il n'y aurait pas eu de rébellion. Il n'y aurait pas eu de rébellion, t'aurais pas pu. Je pense pas que tu aurais pu faire ça simplement avec Mon Mothma ou Bayorgana. C'était pas possible. Il fallait forcément qu'il y ait quelqu'un qui, voilà, prenne les décisions difficiles et n'ait pas peur de se salir les mains pour le bien commun. Après, effectivement, Luten, je pense que lui, il aurait manœuvré pour la paix. Saw Gerrera, je pense aussi, principalement parce que j'aime bien le personnage, que je connais son passif dans Clone Wars et Rebels, et que tu vois tout ce qu'il a vécu, enduré, etc. Et que je pense que malgré tout, si des gens comme Andor ou Jyn Erso, etc., ont été capables de lui faire confiance et que c'est un mec qui est haut placé, je pense quand même qu'il aurait écouté la voix de la raison sur la fin. Mais, perso, j'aurais bien kiffé voir Omis So sur les derniers actes, le rendre encore plus actif. Oui, 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 c'est vrai qu'il est assez peu présent hein, dans le dernier arc. Bah, on le voit que dans le dernier épisode en hologramme et puis après sur Jeddah. Mais on voit que lui, c'est pareil, hein, le discours qu'il a avec Mon Mothma, Saw Gerrera n'a pas le temps. Hein. C'est genre, non, 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 mais les gars, en fait, je crois que vous n'avez pas compris. Là, il faut vous sortir les doigts du cul. On combat là. Si vous mettiez autant de temps à parler et à avoir peur qu'à vous battre, vous seriez. Et lui, il est très, très incisif. Hein. Très incisif. Mais c'est vrai que c'est une excellente série. Voilà, je vous laisse là-dessus, Twitch, YouTube pour la rediffusion. Des bisous à nos collègues de YouTube. C'est vrai que c'est une excellente série qui prendra aura un bon 4 sur 5 hein, assez largement parce que c'est vrai que ça fait un taf qui est quand même très costaud, hein, Andor. Et puis c'est intelligent, très intelligent. Voir ça aujourd'hui, surtout dans Star Wars, c'est très intelligent et en particulier dans ce qui est tout ce qu'il y a à Star Wars à côté. C'est vrai que autant j'adore Mandalorian par exemple, hein, notamment les saisons 1 et 2, la 3 est quand même bien décevante. Mais tu regardes Kenobi, même Ahsoka pourtant que j'ai bien aimé. Hein. Tu regardes la dernière série Skeleton Crew qui est sortie. Tu regardes Boba Fett, même si c'est bon, je suis moins dur que certains sur la série Boba Fett, mais c'est quand même un autre niveau. Andorre, c'est quand même un autre niveau. Andorre, c'est du cinéma. Enfin, je veux dire, ça a atteint un stade, c'est un autre niveau cinématographique que tout ce que je vous ai cité là, hormis peut-être Mandalorian saison 1 et 2. C'est plus que solide. C'est plus que solide. Voilà. Bisous.